Monsieur le Président, cher Christian Krieger, cher Xavier, Madame la Ministre, chère Sarah, je trouve que c'est une idée singulière, mais qui est tout à votre honneur, de demander à un ancien élève des Jésuites d'ouvrir un dîner protestant. C'est la preuve de votre esprit d'ouverture, la preuve que vous n'êtes pas rancunier, surtout que, pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner par les protestants. D'abord, j'ai longtemps cru que RPR signifiait uniquement et exclusivement le nom d'un parti politique auquel j'ai d'ailleurs appartenu, avant d'apprendre sur le tard que cela voulait dire aussi religion protestante réformée. Ensuite, je suis un fervent admirateur de Louis XIV, la révocation de l'édit de Nantes mise à part. Et enfin, je me suis froissé, nous nous sommes froissés, ma femme Pauline et moi-même, avec notre belle-sœur protestante, le jour où nous avons appelé notre quatrième fils Barthélemy. Nous nous sommes aperçus un peu tard que cela pouvait effectivement la heurter. Mais si je réfléchis un peu plus sérieusement à ce que signifie le protestantisme aujourd'hui et un protestant pour un catholique, quels sont les qualificatifs qui me viennent spontanément à l'esprit? La rigueur, le sérieux, le bien commun, l'insoumission, la résistance, la liberté. Dans le fond, que des qualificatifs positifs et surtout que des qualificatifs dont notre société et notre monde ont cruellement besoin aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire du point de vue d'un catholique ce que peut apporter, à mon sens, le protestantisme aujourd'hui, ce que peuvent apporter les protestants au monde actuel et à notre société. Rassurez-vous, je serai rapide, même si le thème pourrait être très long, parce que je souhaiterais pouvoir répondre directement aussi à vos questions. Je pense que vous pouvez d'abord apporter, je le dis comme ministre de l'économie et des finances, une vision différente de l'économie. Et je sais que tous les chefs d'entreprise de premier plan qui sont là, Xavier Moreno, bien entendu, Guillaume de Seine, Louis Schweitzer, que j'ai croisé tout à l'heure, partagent cette vision originale de l'économie. L'économie, dans nos démocraties occidentales, sature la politique. Dans le fond, la politique, très souvent, dans nos démocraties occidentales, ne se résume qu'à des choix économiques, jusqu'à considérer même, merci beaucoup, jusqu'à considérer même que l'économie décide des choix politiques. Bien, je crois tout l'inverse. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui que ce soit la politique qui continue de dicter les grands choix économiques. Et je crois profondément à une économie politique, c'est-à-dire une économie qui a du sens, une économie qui n'est pas guidée uniquement par l'intérêt, une économie qui n'est pas dictée uniquement par le profit, une économie qui n'est pas dictée uniquement par le marché, mais une économie qui résulte de choix politiques au sens le plus noble du terme. Et je pense que les protestants ont quelque chose à dire sur cela et doivent continuer à se battre pour cela. Une économie politique, c'est une économie qui assume de dire haut et fort que l'objectif de l'économie n'est pas d'augmenter les inégalités, mais de les réduire. Que l'objectif de l'économie n'est pas d'avoir un tout petit nombre de personnes toujours plus riches, mais un nombre toujours plus important de personnes qui vivent décemment. Une économie politique, c'est une économie qui se bat pour la juste rémunération du travail et qui considère, c'est un des grands débats que nous avons aujourd'hui, que dans le partage de la valeur entre ce qui doit rémunérer le capital et ce qui doit rémunérer le travail, il est juste, il est nécessaire, il est bon que le travail soit justement rémunéré. L'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié
Le dividende salarié que propose le président de la République, que le président de la République a proposé dans son programme, pourrait être d'inspiration protestante. Car c'est une façon de dire haut et fort qu'il ne peut pas y avoir d'économie sans justice. Et croyez-moi, dans une période d'inflation où tous nos compatriotes sont confrontés à l'explosion des prix du gaz, de l'électricité, des prix de l'essence, des prix du pain, des pâtes, des biens de première nécessité, de l'alimentation, ce discours-là est plus que jamais nécessaire. Et si nous avons proposé que le partage de la valeur soit un des grands thèmes de la rentrée 2023, c'est parce que nous devons avoir conscience que l'économie doit rester politique et que l'économie ne peut pas être guidée uniquement, je le redis, par l'intérêt. L'entreprise à mission qu'a cité Xavier, sur laquelle Xavier Moreno s'est beaucoup investi, répond aussi à cet objectif d'une économie qui est profondément, totalement politique. L'entreprise à mission, c'est celle qui s'engage pour la lutte contre le réchauffement climatique. C'est celle qui a compris que l'exploitation sans fin des ressources de la planète est tout simplement une voie sans issue, une voie suicidaire. Et que les entreprises qui, par définition, touchent le plus à la planète, parce qu'elles produisent des habits, elles produisent des biens manufacturiers, elles produisent de l'aluminium, elles produisent de l'acier, elles produisent des voitures, elles produisent des avions, ont une responsabilité particulière dans la défense du climat et dans la protection de la planète. L'entreprise à mission, le président Krieger a souligné à quel point cette question de la lutte contre le réchauffement climatique devait être au cœur de l'engagement des protestants. L'entreprise à mission, c'est tout simplement la traduction entrepreneuriale de l'économie politique. Une économie qui a du sens, une économie qui se bat pour un projet de long terme. Ce que peut apporter également le protestantisme, au-delà d'une vision de l'économie, c'est une vision de la société. Vous vous êtes prononcé fortement, Monsieur le Président, je vous en remercie, pour l'égalité femmes-hommes. Et je sais que Sarah El Haïry est profondément investie sur ce sujet. Je le suis également. Ça ne devrait plus être un combat, l'égalité femmes-hommes. Surtout dans une république comme la République française, qui a pour devise la liberté, l'égalité, la fraternité et pour emblème une Marianne, c'est-à-dire une femme. Ça devrait être une évidence. Hélas, cela reste un combat de tous les jours, un combat qui doit être mené avec beaucoup de détermination, un combat qui est souvent contré par toutes sortes de prétextes ou de faux semblants, comme lorsqu'on vient vous dire que, bien entendu, on est favorable à la parité dans les postes de direction au ministère de l'économie et des finances, mais il n'y a pas de vivier. Cette espèce de mot valise qu'on emploie à toutes les sauces pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire le refus de l'égalité femmes-hommes. C'est la même chose lorsqu'on m'a expliqué que c'était très bien de faire l'égalité femmes-hommes dans les conseils d'administration, mais on ne peut pas le faire dans les COMEX parce que, là aussi, il n'y a pas de vivier. Nous l'avons imposé avec la proposition de loi Rixain et je pense que c'est la fierté et l'honneur de notre majorité de l'avoir porté. Mais ces débats de société, les protestants doivent s'y engager. Ils le font sur l'entreprise, ils le font sur l'égalité femmes-hommes, et je me réjouis que vous le fassiez aussi sur un des débats difficiles que nous avons devant nous, mais qu'il ne faut pas esquiver, qui est le débat sur la fin de vie, qui appelle des milliers de questions et assez peu de réponses, pour être tout à fait honnête. Pour tous ceux qui ont connu la fin de vie, ont accompagné des personnes en fin de vie. Ça m'est arrivé avec mon père, ça m'est arrivé plus récemment avec un ami proche. Ils savent que la fin de vie est d'abord un moment de vie intense, totalement bouleversant, un moment où des choses se réveillent qui avaient été tues jusqu'à présent, où des émotions se manifestent qui avaient été refoulées jusqu'au plus profond de soi-même, où un besoin de réconciliation se fait sentir, où tout ce qui avait été caché comme faiblesse, comme fragilité, comme sensibilité, comme émotion, remonte à la surface et affleure à chaque instant. C'est un moment où chaque instant prend un poids, une gravité toute particulière, parce que cette fois on sait
qu'il y en aura moins après de ces instants, ou qu'il n'y en aura plus du tout. Donc je crois que les protestants, avec leur sens du bien commun, avec leur rigueur, avec l'attachement profond qu'ils ont au respect de la personne humaine, ont des choses à dire sur ce débat sur la fin de vie. Pour l'heure actuelle, pour ce qui me concerne, je dois dire que je suis convaincu de la nécessité d'offrir à chacun de nos compatriotes une fin de vie digne, décente, convaincu que les unités de soins palliatifs doivent être ouvertes à tout le monde, sans difficulté, sans que ce soit un problème, sans qu'il faille avoir des connaissances ou des relations pour y avoir accès, mais qu'au-delà, il faut débattre, s'interroger, respecter les positions des uns et des autres avant de parvenir à une position définitive. Enfin, la dernière vision que peut défendre le protestantisme, au-delà de la vision de l'économie et de celle des débats de société, c'est une vision de l'engagement. Et je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui sont présents ce soir avec nous. Plus que jamais, il est indispensable de s'engager. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que vous êtes dans une de ces périodes de l'histoire très particulières où le temps s'accélère, l'histoire se bouscule et où il y a une place formidable à prendre pour l'engagement politique. Moi, je n'ai pas connu de période aussi passionnante d'un point de vue historique que depuis la chute du mur de Berlin en 1989, il y a maintenant plus de 30 ans. Pourquoi est-ce que c'est une période passionnante? Parce que le monde est en train de se transformer à une vitesse vertigineuse. Et que c'est à ces moments-là que l'engagement pèse de toutes ses forces et fait la différence. Quand en 1989, le mur de Berlin s'effondre, un Helmut Kohl qui veut la réconciliation, qui veut que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest se retrouvent, fait la différence. Un Gorbatchev qui a parfaitement compris que l'Union soviétique allait s'effondrer et disparaître, fait la différence. Un pape comme Jean-Paul II fait la différence. Des hommes et des femmes qui s'engagent à tous les niveaux, dans les associations, dans les partis politiques, dans leur entreprise, font la différence. Mais il se trouve que les grands espoirs de 1989 ont été ruinés aujourd'hui. Ces grands espoirs, c'était quoi? Quand je me reporte quelques décennies plus tôt, quand j'avais votre âge, et que nous avions le mur de Berlin qui tombait sous nos yeux, pour un grand admirateur et grand ami de l'Allemagne comme moi, c'était quelque chose de totalement impossible, incompréhensible, que tout d'un coup le mur de Berlin s'effondre, que l'Union soviétique s'effondre, que le communisme s'effondre. Eh bien, nous pensions que ça y est, c'était gagné. La démocratie allait définitivement l'emporter sur les dictatures. Ça y est, c'était fait. La paix était garantie pour les siècles et les siècles à venir en Europe. Ça y est, c'était fait. Il n'y aurait plus jamais de guerre sur notre sol. En 2022, quelques décennies plus tard, la guerre est sur le sol européen. Et au moment où je vous parle, des missiles tombent sur le sol d'un pays européen et d'un peuple ami. Nous pensions qu'il n'y aurait plus de régime autoritaire ou de dictature. Un régime comme le régime de Vladimir Poutine peut décider de violer toutes les règles internationales et envahir un pays ami et allié de la France. Et nous pensions que les démocraties allaient l'emporter, que les dictatures, les régimes autoritaires tomberaient comme des dominos les uns après les autres sous la pression des démocraties libérales. Les démocraties libérales sont minoritaires dans le monde, les régimes autoritaires sont majoritaires. Alors, face à ce panorama un peu sombre, je vois monter la résignation, le découragement, une forme de lassitude. Eh bien, je voudrais vous inviter à ressentir au fond de vous tout le contraire. Et là, pour le coup, je m'inspirerai de l'esprit protestant, un esprit de révolte, un esprit de résistance. Les démocraties sont minoritaires, raison de plus pour les défendre. Le respect des droits de l'homme est minoritaire, raison de plus pour se battre pour eux. La liberté aujourd'hui est contestée partout dans le monde, y compris par des chefs d'État qui dirigent plusieurs milliards de personnes, raison de plus pour affirmer que rien n'est plus précieux que la liberté. Et quand j'entends, comme je l'ai entendu encore récemment, le dirigeant d'une très grande puissance dire au président de la République
Ce que demandent les peuples, c'est la sécurité matérielle et la sécurité physique, la liberté, ils s'en moquent. C'est à nous de dire haut et fort que rien n'est plus précieux, avant même la sécurité matérielle, avant même la sécurité physique, que la liberté. C'est dans ces temps où le monde bascule que nous avons besoin de vous, que nous avons besoin d'un esprit de résistance, que nous avons besoin d'un esprit protestant. Merci à toutes et tous. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour vos mots, pour vos messages pour les jeunes. Pour nouer le dialogue, on a aussi proposé aux plus de 200 jeunes présents dans la salle ce soir de préparer quelques questions qui vont s'afficher derrière vous. Hop. Alors, si vous... Voilà, il y en a un paquet. J'espère que vous n'avez pas faim. Voilà. Donc vous pouvez piocher les questions qui vous parlent, voilà, qui évoquent quelque chose chez vous. Et puis je vais proposer du coup aux jeunes présents dans la salle, aux jeunes engagés qui reconnaissent leurs questions, de prendre le micro qui vont circuler. Les micros vont circuler, donc ne pas hésiter à saisir le micro et à répéter ces questions qui s'affichent à l'écran, ou bien à en formuler d'autres si vous voulez. Donc voilà, il y a quelques scouts qui sont sur les côtés qui vont passer parmi vous avec le micro pour les poser de vive voix. Et puis Monsieur le Ministre, si vous en voyez déjà auxquels vous avez envie de répondre, je vous en prie. Alors je vais répondre à 3 questions, ce qui vous laissera le temps de réfléchir à vos propres questions. Alors, méfiez-vous parce qu'il y en a où je vais répondre très rapidement, d'autres un tout petit peu plus longuement. Alors la question à laquelle je vais répondre très rapidement, c'est: le protestantisme peut-il sauver le capitalisme? Je viens d'y répondre. Oui. Et nous comptons sur vous. La deuxième question à laquelle je voudrais répondre, c'est comment redonner confiance et foi en la politique, en l'avenir, je ne sais pas, mais au moins dans la politique. Je le redis, dans ces temps de bouleversement historique, jamais la politique n'a été aussi nécessaire. Et je voudrais dire là aussi à tous ces jeunes qui lisent à longueur de journée que les politiques sont véreux, corrompus, inutiles, inefficaces, que je crois tout le contraire. Et qu'un peuple a la classe politique qu'il mérite. Et que si on veut une classe politique de bon niveau, engagée, honnête, responsable, il suffit de faire soi-même de la politique. Et qu'il est trop facile de critiquer l'engagement quand on ne s'engage pas. Trop facile de critiquer les sacrifices de ceux qui s'engagent dans les associations, dans les entreprises, dans la politique, sans consentir soi-même à ces sacrifices. Donc je le redis, c'est un temps où nous avons besoin d'engagement politique au sens le plus noble du terme et où je crois profondément que les valeurs protestantes apporteront quelque chose à la politique. Il y a dans le protestantisme cette idée aussi de common decency, mot anglo-saxon, de décence commune, qui, je pense, serait très précieux à l'univers politique en France et ailleurs. Enfin, une toute dernière question: quelle place laissez-vous à la spiritualité dans l'exercice de vos fonctions? Avant de répondre à vos propres questions, une grande place, une très grande place. Spiritualité ne veut pas dire nécessairement foi ou prière. Spiritualité peut prendre des formes infinies. La spiritualité, ça peut être la musique. Quand je rentre de journées qui sont bien chargées, j'ai démarré ma journée à 6 h du matin, je vais la finir probablement à minuit. Nous repartons demain avec le président de la République à Washington, donc la vie politique est une vie qui n'arrête jamais. La musique est une forme de spiritualité. La famille Gide, sous le patronage de laquelle est placée cette soirée, était une grande amatrice de musique. La musique est pour moi une forme de spiritualité, elle m'accompagne tous les jours. La littérature, l'écriture sont une forme de spiritualité, elle m'accompagne tous les jours. La rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas, un visage qui vous émeut, qui vous bouleverse, personne qui fait de belles choses devant vous, c'est une forme de spiritualité, elle m'accompagne tous les jours. C'est le président américain, Barack Obama, qui disait que quand on fait de la politique,
quand on s'engage à un certain niveau, ça peut être la politique, ça peut être un grand chef d'entreprise, on a besoin de lignes de fuite. Je pense qu'il a entièrement raison. La spiritualité est une ligne de fuite nécessaire. Si vous voulez échapper au tracas du quotidien, au poids écrasant de vos fonctions, et ne pas vous laisser submerger par vos responsabilités, votre esprit, je dirais votre cœur, a besoin de lignes de fuite et la spiritualité en est une indispensable. À vous la parole. Bonsoir Monsieur le Ministre, Raphaël Varneri. Donc je vais lire une question, j'espère que je vole à personne cette question. Donc je vais vous lire ce que ça me concerne un peu étant encore étudiant. Donc c'est celle, il y a jeunesse et engagement. Nous sommes partis d'une génération qui cherche du sens à sa vie et qui cherche à prôner l'engagement dans les sujets qui nous tiennent à cœur, comme notre foi. Comment pourrions-nous aménager les cursus scolaires pour favoriser les engagements étudiants, quels qu'ils soient ? Alors, je suis très favorable à une adaptation en profondeur des cursus scolaires qui vous laisse plus le temps pour l'engagement. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, on a un très bon ministre de l'Éducation nationale avec Pape Ndiaye, mais je crois que dans les réflexions qui peuvent être portées sur le modèle éducatif français, il y a cette capacité à s'engager, à garder du temps pour les autres. Donc je suis totalement favorable à ce qu'on fasse évoluer les cursus scolaires pour donner plus de liberté aux étudiants, plus de liberté aux lycéens, plus de liberté peut-être même aux collégiens, pour qu'ils puissent garder du temps pour s'engager en fonction de ce qu'ils sont et en fonction des autres. Vous m'interrogez sur le sens à donner à sa vie. Je n'ai pas de réponse à cette question. Elle nous taraude tous, je pense, jusqu'au dernier jour de notre existence. La seule chose que j'ai appris au cours de mon engagement politique, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez donner du sens à votre vie. Et qu'il ne faut jamais laisser les autres dicter votre vie à votre place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils des amis, des proches, de votre famille, de vos enfants, de votre conjoint. Ils sont toujours précieux. Mais au bout du compte, le seul qui peut donner du sens à votre vie, c'est vous-même. En allant à la rencontre des autres, en écoutant, vous engageant, en servant, peu importe, à vous de sentir au fond de vous-même ce qui peut vous guider, mais n'écrivez pas le sens de votre vie avec une autre langue que la vôtre. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'avais une question concernant le personnel soignant, au sens où on parlait d'engagement, effectivement, et ça fait longtemps, effectivement, que vous avez beaucoup œuvré, hein, notamment sur la valorisation financière pour les soignants avec le Ségur 1 et le Ségur 2, et on vous en remercie vivement. Mais c'est une véritable crise de sens, effectivement, pour de bon nombre de soignants, et aujourd'hui, pour beaucoup de soignants, finalement, ce n'est pas tant une question financière, parfois ça peut être une question financière, mais plus largement c'est une question sur le sens, sur l'engagement, sur la reconnaissance, la valorisation des différents métiers à l'hôpital, en clinique ou en ce qui me concerne en maison de retraite. C'est au-delà justement des différentes intentions, quelles actions plus concrètes vous auriez pour la fin effectivement du quinquennat pour demain justement donner davantage envie aux professionnels, enfin aux futurs professionnels, à la future jeunesse, de s'engager et de se former, sachant que la plupart des aides-soignantes ou des infirmiers, infirmières arrêtent en cours de parcours et ne vont pas au terme de leur diplôme. Et donc on a beaucoup d'ouvertures de postes, c'est bien, de jour, de nuit, mais on a tellement de postes vacants déjà pour voir que finalement aujourd'hui ce n'est pas forcément des ouvertures de postes dont on a besoin, ce n'est pas forcément une valorisation financière, mais c'est plus un accompagnement pour valoriser tous ces métiers justement à l'hôpital, en clinique ou dans le reste du médico-social. Merci Monsieur le Ministre. Alors merci pour votre question et merci de soulever ce sujet qui est un sujet de société majeur.
tous ceux qui ont fréquenté le personnel soignant, que ce soit des aides-médecins, que ce soit des infirmières, des infirmiers, que ce soit des urgentistes, voient bien à quel point la tâche est devenue écrasante, presque surhumaine. Et je veux saluer, avant de répondre à votre question, le dévouement, l'engagement, la disponibilité, le don de soi du personnel soignant en France. C'est un don de soi exceptionnel, mais qui, à mon sens, excède parfois ce qui pourrait légitimement être demandé à des professionnels. On ne peut pas demander à des infirmières, à des aides-soignants de faire le don de soi. Ils ont aussi leur vie, ils ont leur famille, ils ont leurs amis. Ils ont le droit à une vie familiale, à une vie personnelle normale, et sans doute plus facile que celle qu'ils ont actuellement. Comment est-ce qu'on peut y répondre? D'abord, par de la reconnaissance. La reconnaissance, elle est quand même matérielle. Vous voyez, quand on a fait le Ségur, qu'on a augmenté les salaires des aides-soignants après le Covid, je pense que ça n'a été que justice. Et c'est important, la reconnaissance matérielle dans une société. Parce que faire les travaux les plus durs et avoir les salaires les plus faibles, là, le protestantisme, je pense, a quelque chose à dire. Et c'est un esprit de révolte qui doit continuer à nous animer tant qu'on voit que ceux qui ont les travaux les plus difficiles gardent les salaires les plus faibles. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans la société. Je pense que dans les très bonnes décisions qui ont été prises par le président de la République, il y a celle de revaloriser les salaires des personnels soignants. La reconnaissance matérielle, c'est aussi dans l'organisation des tâches. Ce qui tue aussi nos soignants, c'est l'organisation de leur temps, c'est parfois les difficultés matérielles, c'est le manque d'accompagnement matériel dont ils ont besoin, c'est l'organisation de leur semaine, c'est parfois des heures supplémentaires qui sont insuffisamment payées, c'est tous ces sujets matériels qu'il faut impérativement régler pour donner de la reconnaissance à ce travail. La reconnaissance, c'est aussi la responsabilité. Combien j'ai vu d'infirmières qui me disaient « mais nous, on pourrait faire ce boulot du médecin et on ne nous laisse pas le faire ». Parce qu'on considère qu'on n'a pas les diplômes, on n'a pas la qualification. Alors les choses sont en train de bouger. Mais nous ne devons pas, au-delà des aides-soignants, rester une société de statut. Ça tue la France, d'être une société de statut, où il faut impérativement tel diplôme, telle qualification, telle origine, pour parvenir à tel poste, à telle gratification, à telle place dans la société. Nous devons être une société de talent et pas une société de statut. Quand une infirmière a le talent, la connaissance pour faire tel examen clinique à la place d'un médecin, mais qu'elle le fasse et qu'on ne lui dise pas « mais désolé madame, vous n'avez pas le bon diplôme, vous n'êtes pas interne des hôpitaux de Paris, vous ne pouvez pas exercer cette tâche-là ». C'est ça la reconnaissance. Et elle est vitale pour notre société. Et croyez-moi, dans les murs qu'il faut faire tomber dans notre pays, il y a le passage d'une société de statut à une société de talent. Enfin, toujours pour être très concret avec vous, donc laissons les infirmières, les aides-soignants faire des tâches qui ne sont pas forcément celles auxquelles ils sont assignés au départ, mais pour lesquelles ils ont toutes les compétences. On est en train de faire bouger les choses dans ce sens-là. Ça va dans la bonne direction. Sans doute faut-il aller encore plus vite. Enfin, la dernière chose, c'est les parcours. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui seraient supportables, acceptables, si on les exerçait 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais pas toute sa vie, et qu'on offrait des deuxièmes carrières, et qu'on s'occupait des débouchés de ces personnes qui ont donné tellement de leur temps, tellement de leur dévouement aux autres, qu'on serait en droit de leur dire, voilà, vous avez bien servi, vous avez été formidable dans ces tâches-là, c'est des tâches qui sont épuisantes, vous n'allez pas faire ça toute votre vie, voilà ce que nous vous proposons comme deuxième carrière. Ça aussi, la France ne sait pas suffisamment le faire. Je le dis pour les aides-soignants, je pourrais vous dire exactement la même chose pour le personnel éducatif. Je pense qu'un des grands enjeux du personnel éducatif, c'est lui offrir une possibilité de deuxième carrière et qu'il ne se sente pas assigné nécessairement au monde éducatif, mais qu'il puisse faire preuve de son talent partout ailleurs dans le monde professionnel. Allez, une dernière question, parce que vous devez tous mourir de faim. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Alors, je suis jeune engagée, je suis Esther Mombé, j'ai une association qui s'appelle Mouvement Jeunesse en Mouvement,
Du coup, je suis effectivement engagée et protestante. Et j'ai une question qui est du coup affichée, mais je vais un tout petit peu la masteriser, je vais un peu la changer. C'est comment l'État peut-il accompagner et soutenir les jeunes, il y en a 200 ici ce soir, mais il y en a encore beaucoup plus, dans leurs projets associatifs ou même de création tout simplement d'entreprises. Je fais aussi référence à la réponse que vous avez donnée au monsieur tout à l'heure en disant que voilà, vous voulez créer une société de talent. Effectivement, votre gouvernement a beaucoup parlé ces derniers temps de refonder l'école. Et concrètement, comment l'État accompagne les jeunes qui sont déjà engagés dans cette refondation de l'école aujourd'hui? C'est ma question. Merci. Alors, on est ici dans le temple de l'esprit d'entreprise, avec des succès de start-up, de création d'entreprises absolument innombrables. Et ce qui fait que profondément, sincèrement, totalement, je crois dans mon pays et je crois dans la capacité de succès de la France. C'est justement cet esprit d'entreprendre, cette créativité dont font preuve les jeunes dans notre pays. Moi, ma responsabilité, ce n'est pas de vous prendre par la main. Je ne crois pas à un État qui materne ses compatriotes, qui décide à sa place de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. C'est au peuple de le décider par l'État, le peuple de le décider par la loi. L'État n'est là que pour appliquer ses règles. Je ne crois pas à un État qui dirige à votre place vos vies. Je ne crois pas à un État qui gère vos entreprises à votre place. Je crois à un État qui vous offre les conditions les plus favorables possibles pour développer vos entreprises. Quand on baisse les impôts, quand on simplifie les procédures, quand on vous permet de créer une entreprise en 2 ou 3 clics, eh bien, on vous donne la chance de démarrer dans la vie de la façon la plus facile et la plus rapide possible. Je pense en deuxième lieu qu'il ne faut pas limiter votre engagement uniquement à la création d'entreprises. Il y a beaucoup d'autres formes que peut prendre votre engagement. J'ai reçu il y a quelques jours un jeune qui s'appelle Moussa Camara, qui a créé une association absolument formidable pour accompagner les jeunes vers l'emploi. Et comme c'est un garçon très intelligent, il m'a dit, pendant des années, j'ai accompagné les jeunes des quartiers pour qu'ils créent leur entreprise. Mais la création d'entreprise, qui est ultra dynamique en France, tant mieux, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Si les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est avoir un emploi, un salaire, une bonne rémunération et une vie stable. Donc il faut aussi accompagner les jeunes des quartiers vers des emplois disponibles pour lesquels ils ne sont pas suffisamment bien formés. Et donc il a réorienté une partie de son association. Il fait un concours qui va s'ouvrir là au début du mois de janvier pour le recrutement dans des métiers qui sont aujourd'hui en tension. Ils cherchent des bras, ils n'en trouvent pas. L'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, l'industrie agroalimentaire. Il a recruté 1200 jeunes, ils vont passer un concours, il y en aura 20 à la fin, pas plus, mais ces 20-là, il va les accompagner, il va leur donner les qualifications nécessaires, le savoir-vivre nécessaire, la niaque nécessaire pour être recrutés dans un hôtel, dans un restaurant, et aussi éloignés qu'ils étaient de l'emploi, pouvoir revenir le plus rapidement possible au travail. Bien, c'est ça notre rôle. Mon rôle de ministre des Finances n'est pas de distribuer des subventions en veux-tu, en voilà. Il faut aussi que je tienne le mieux possible les caisses de l'État. Je sais que les protestants pourraient m'en vouloir si je dilapidais trop l'argent public. Et Louis Schweitzer me ferait un regard courroucé si j'annonçais que mon rôle de ministre des Finances était d'accorder des subventions en veux-tu, en voilà, à tous ceux qui ont la moindre initiative à présenter. Mon rôle n'est pas celui-là. Mon rôle est de vous garantir qu'en France, toutes les meilleures conditions sont réunies pour créer son entreprise, pour investir, pour réussir, pour mener une vie libre et une vie heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous. Merci infiniment de votre accueil et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous.